Bonjour chers internautes, bienvenue dans votre émission La Découverte. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter cette émission avec comme invité M. Grady Timbani, qui est un analyste dans un domaine scientifique bien sûr. Et avec lui, nous allons parler sur l'école primaire, une éducation tronquée. En fait, c'est une question que nous allons essayer un peu de nous apaisantir avec notre analyste. Bonjour, M. Grady. Oui, bonjour, monsieur. Vraiment très ravi de vous recevoir sur notre plateau de APC TV. Et aujourd'hui, nous allons au fait parler avec vous par rapport au fait à l'école, une éducation tronquée. Et d'une manière générale, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Afin d'entrer dans le bain de notre thème. Merci beaucoup pour votre invitation et pour la confiance que vous cessez de me témoigner. Eh bien, c'est une très belle question. L'éducation, l'école primaire, une éducation tranquille. Waouh! Par une définition simple et très courte, une éducation tranquille, c'est une éducation qui manque. Okay. Et tronqueux, étymologiquement, ça vient du mot tronc. Vous savez, le mot tronc, c'est cette partie entre les racines et les feuilles, bien sûr. Vous voyez? Donc c'est une partie qui reste là. C'est ce qu'on appelle le tronc. Donc lorsque nous disons une éducation tranquille, c'est cette éducation qui manque. Ok, donc vous avez au fait constaté, observé qu'il y a en fait un manque dans notre éducation, bien sûr, précisément à l'école primaire. M. Grady, au fait, les internautes qui nous suivent, au fait, ils doivent d'abord connaître c'est quoi l'école primaire. Et pouvez-vous nous expliquer ce que c'est une école primaire? Merci beaucoup. Vous savez, l'école primaire dans beaucoup de pays, c'est le premier degré de l'enseignement. Okay. C'est le premier degré de l'enseignement. Il constitue régulièrement, constitue singulièrement ces moments où les élèves apprennent à écrire, à lire et à calculer. C'est ça même l'objectif principal. C'est ça même, exactement. C'est ça même. Donc, ce qu'on peut obtenir par définition, l'école primaire, c'est le premier degré, la base de l'enseignement. Et cette éducation tronquée, est-ce que vous pouvez réexpliquer, parce que vous l'aviez dit tout au début, est-ce que pouvez-vous encore expliquer c'est quoi une éducation tronquée? Voilà. Eh bien, l'éducation tronquée, comme je l'ai dit tantôt, c'est une éducation qui manque. Monsieur Dadi, vous savez, des gémissements nous viennent de partout. Et ces gémissements nous sont très familiers, très proches. On entend dans les quartiers, on entend partout, on entend dans tous les milieux que les Français, la connaissance des Français est devenue un problème pour beaucoup des élèves. On apprend aussi que la notion, par exemple, je vais plus me baser sur la notion de l'ESSAM. Vous savez, l'éducation civique et morale. Vous savez, cette notion, aujourd'hui, elle est beaucoup négligée. Pourtant, cette notion, on ne part pas à l'école pour apprendre seulement un métier. Mais on part à l'école pour devenir un homme. Il y a vraiment une différence, parce qu'on devient un homme par des valeurs. Vous voyez? Pas parce qu'on sait faire un métier, mais par des valeurs. Donc, nous pouvons voir un avocat, mais un avocat qui n'a pas de valeurs. Un avocat qui corrompt. Nous pouvons avoir un ingénieur, il sait bien faire son travail. Il élève des bâtiments, il conçoit des bâtiments. Vous voyez? Mais il n'a pas de valeur. Il n'a pas de valeur parce que cette notion de l'éducation civique et morale n'a pas joué son rôle. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, nous constatons les problèmes par exemple, les problèmes de la socialisation, de l'intégration et aussi de l'adaptation de notre société. Je vais m'expliquer. L'éducation civique et morale nous apprend deux choses très importantes. Nous apprennent le savoir-vivre
et le savoir-faire. Et le savoir-faire. Vous voyez, les savoir-vivre, ce sont des mots de manière comme nous le disons. Et l'éducation civique, sans l'éducation civique, nous ne pouvons pas être des citoyens. Parce que nous sommes des citoyens par l'éducation civique et morale. C'est pour dire que nous ne sommes pas des citoyens congolais, mais nous les devenons. Être citoyen, ça s'apprend. C'est pourquoi même à l'université, il y a un cours appelé éducation à la citoyenneté. Vous voyez, on n'est pas un citoyen, mais on les devient. C'est très important. On doit apprendre à un élève que tu as des droits vis-à-vis de ton État, mais tu as aussi des devoirs. Et quels sont ces devoirs? C'est à l'école primaire qu'on doit déjà apprendre aux enfants que signifie aimer ton pays. Le patriotisme. Patriotisme, en fait. Aimer ton pays signifie quoi? Signifie obéir aussi au texte. On commence déjà à apprendre à l'enfant toutes ces notions dès les bas âges. Que aimer son pays veut aussi dire le servir. Servir son pays. C'est une façon d'exprimer son amour envers son pays. À part ça, le défendre son pays quand il est attaqué. C'est une expression d'amour pour son pays. Vous voyez. À part ça, garder son pays propre. Ça, c'est en fait l'assainissement. Garder son pays propre. Ça s'apprend. À l'école, on peut déjà commencer à apprendre aux élèves qu'est-ce qu'il faut pour garder l'école propre. À cette chaîne APC TV, afin que vous puissiez être mis en actualité au fait de toutes les nouvelles. À vous, M. Grady. Merci. Rapidement, je vais dire ceci. Lorsque nous disons que l'éducation manque, c'est parce que nous constatons le manque du savoir-vivre. Ça, c'est la première chose. C'est parce que nous constatons le manque du savoir-faire. Vous savez, avant, dans certaines écoles, on apprenait les élèves à élever des animaux, par exemple. Donc, il y avait une notion d'élevage. On trouvait un poulailler, par exemple, à l'école. Il y avait cette notion, la notion sur l'environnement. On apprenait les enfants à garder l'environnement propre. Et c'est ce qui ne se fait plus. Donc, lorsque nous disons que l'école primaire manque aujourd'hui, certaines choses manquent, c'est à cause de toutes ces choses-là. La défectuosité du français, par exemple. Regardez les élèves qui sont en secondaire, en humanité, en université. La façon de parler français. Ce n'est pas les problèmes du professeur en humanité ou soit aux universités, mais c'est plutôt le problème des enseignants de l'école primaire. Maintenant, donc les enseignants des humanités subissent les conséquences de l'école primaire. Effectivement. Et par là maintenant, je veux vous poser une question. Il y a en fait une éducation qui manque, bien sûr. Mais est-ce que pouvez-vous nous dire que les enseignants ont-ils une part de responsabilité au fait en ça? Bon, les enseignants, bien sûr, pour être précis, de l'école primaire, ont-ils une responsabilité au fait dans cette situation que nous sommes en train de parler? Pouvez-vous expliquer? Pour être très équilibré, je dirais que jadis nous avons connu des très bons enseignants dans les écoles catholiques spécialement, et jusqu'au jour d'aujourd'hui nous en avons. Mais ils ne sont pas nombreuses. Vous voyez. Et si nous disons que ceux qui font leur travail aujourd'hui ne le font pas bien, nous allons les verser. Ce n'est pas une bonne chose. Mais nous pensons humblement que la cause, c'est d'abord les conditions des professeurs, les conditions des enseignants aujourd'hui, les conditions des enseignants. Comment un professeur est payé, comment un professeur se nourrit, comment un professeur s'habille, comment un professeur nourrit sa famille, avec quel salaire. Vous voyez, avec quel salaire d'abord. Et comme vous parlez de la responsabilité, j'aimerais que cette responsabilité aussi soit très équilibrée. Partagée, bien sûr. Oui, les parents aussi ont leur responsabilité.
est-ce que quand les enfants rentrent à l'école, rentrent à la maison plutôt, est-ce que les parents font des suivis? Est-ce que les parents font des suivis? C'est ça aussi les problèmes. Parce que les parents aussi doivent s'impliquer Dans dans l'éducation l'éducation de leurs enfants. de leurs enfants. C'est très important. Et à part les parents, l'État, parce que c'est l'État qui encadre et oriente. Est-ce que D'ailleurs, l'État- c'est lui qui donne l'exemple. Celui qui Lui, le donne modèle l'exemple. d'abord. Absolument. Est-ce que l'État fait son travail aussi? De payer les enseignants, d'envoyer des inspecteurs, vérifier si les cours se donnent très bien. Si les cours se donnent normalement, comme avant. Au fait, une bracket, entre parenthèses, Oui. vous parlez au fait de la situation salariale des enseignants. Mais au fait, ce n'est pas plus longtemps que on est en train de prôner la gratuité de l'enseignement et la prise en charge des conditions salariales par l'État. Au fait, cette situation n'est pas significative ou bien? Moi personnellement, j'ai ovationné lorsque le président de la République a pris cette initiative. C'est une très bonne chose parce que notre constitution le permet. Notre constitution veut que les élèves de l'école primaire étudient gratuitement. Ça, c'est vraiment dans les textes. Alors, la question à se poser, c'est est-ce que c'est effectif? C'est ça. On a pris la décision, oui, c'est une bonne chose, mais est-ce que c'est effectif? Est-ce que c'était les bons moments? Est-ce que c'était le moment important? C'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, si vous descendez avec votre micro dans quelques écoles, vous verrez un désastre. Vous verrez un désastre. Aujourd'hui, sur 6 jours sur 7, les élèves de l'école primaire dans certaines écoles étudient pendant 3 jours, étudient pendant 4 jours. C'est des déséquilibres. Qui sont les perdants? Ce sont les élèves et les parents. Ça fait très mal. Mais l'initiative, elle est bonne. Mais est-ce que c'est l'applicabilité? C'est ça le problème. Ok. Et M. Grady, vraiment, je suis très ému par tout ce que vous êtes en train au fait, d'exposer à nos internautes. Je voulais juste vous poser encore une autre question. En parlant de cela, en fait, quels sont les remèdes, en fait, le remède que vous pouvez proposer pour que les choses puissent prendre une autre allure? Le remède que je peux proposer, vous savez, un enseignant, c'est l'architecte de la société. Okay. C'est grâce à l'enseignant que le président dirige. C'est grâce à l'enseignement que vous, les journalistes, vous me posez toutes ces questions. C'est grâce à l'enseignant que le ministre a fait son travail. C'est lui l'architecte de la société. Et il mérite la dignité. Il mérite un très bon salaire. Je dirais, j'attire l'attention des autorités. Je dirais ceci, que les autorités revoient un peu les conditions de l'enseignant. Donc, un remède plus simple, c'est que l'État, comme c'est lui qui oriente, réglemente tout, prenne sa responsabilité en main. Prenne sa responsabilité en main, accompagne cette jeunesse. Cette jeunesse qui est présumée être le demain. Cette jeunesse qui est présumée être le demain. Mais quels sont les outils que nous les donnons? Parce que nous disons tout le temps, j'attends ces slogans partout. La jeunesse, c'est l'avenir de demain. Oui, c'est bien, c'est l'avenir de demain. Mais quels sont les outils? Les outils, qu'est-ce qu'ils en faites? Quels sont les outils? Est-ce que vous investissez dans cette jeunesse? De quelle manière vous investissez dans cette jeunesse? De quelle manière? Parce que je dirais, vous savez, si vous avez besoin d'un téléphone, iPhone par exemple, et moi je viens vous donner un téléphone Samsung, vous allez le prendre, mais vous ne serez pas très heureux. Pourquoi? Parce que c'est pas ce que vous désirez. Mais vous prendrez quand même. Vous comprenez? Vous prendrez quand même, mais ce n'est pas ce que vous désirez. On a accepté, on a acclamé la gratuité. Parce qu'on le voulait, bien sûr. On a acclamé, c'est bien. Mais c'est de cette manière qu'on le voulait. Alors vous voulez que nous revenions dans notre en fait, application ancienne, que les parents prennent en fait, la responsabilité de payer les enseignants ou bien par rapport à la gratuité
qui n'est pas significative. Non, non, par rapport à la gratuité, je ne suis pas contre la gratuité, comme je l'ai dit. Et je ne suis pas contre la gratuité, je suis totalement pour la gratuité. Mais cela ne m'empêche pas à réfléchir là-dessus. Voilà un peu. Donc, je réfléchis indépendant sur la gratuité. Je suis d'accord avec ça, mais je dis, est-ce que l'applicabilité est-elle tenue en compte? Est-elle tenue en compte? C'est ça le problème. C'est ça, au fait, nous voyons dans le monde actuel différents pays, au fait, allouent des montants colossaux par rapport au domaine de l'enseignement. Mais au fait, dans notre pays, il y a au fait un problème où dans l'enseignement ou dans les domaines éducatifs, les agents qui apportent l'enseignement, les agents qui enseignent sont abandonnés à leur triste sort. Qu'est-ce que vous pouvez au fait nuancer par rapport à ces faits? Les enfants abandonnés. Oui, par rapport à l'enseignement au fait. Comme je vous le disais, dans d'autres pays, dans d'autres cieux, il y a les gouvernements, l'État, au fait, alloue des montants au fait colossaux, des grands montants dans ce domaine, afin que l'éducation de base, comme vous venez de le parler, soit au fait financée et ait des répondants. Mais dans notre pays, c'est le contraire. Nous voyons que l'enseignement, au fait, qui est constitué comme le moteur, parce que les faiseurs des présidents, ce sont les enseignants. Un enseignant vous enseigne aujourd'hui, le lendemain, vous devenez une grande personnalité. Au fait, mais les conditions au fait, de ces gens qui forment les cadres, les autorités, elles ne sont pas prises en compte. C'est ce qui est à la base, au fait, de l'éducation de base qui n'est pas au fait, conforme, qui n'est pas soutenue. Et qu'est-ce que vous pouvez au fait, en dire plus par rapport à ça? Merci beaucoup. Nous sommes en train, aujourd'hui, le chef de l'État, quand il a pris la décision de faire venir la gratuité, soit d'appliquer la gratuité, nous étions tous d'accord et nous ne cesserons de le dire, nous sommes d'accord. Prendre de l'argent quelque part pour venir financer notre éducation, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais vous savez, ce n'est pas facile. En Afrique, lorsqu'on parle d'argent, en Afrique, lorsqu'on parle d'argent, c'est vraiment un problème. Okay. C'est vraiment un problème. L'argent peut être là, mais ça, ce sont des idées. Ce sont des idées vraiment. On a vu, quand on a vu la gratuité ici, la Banque mondiale, si je ne me trompe pas, la Banque mondiale a décaissé une grande somme d'argent. Mais est-ce que cette grande somme d'argent a fait son travail? Vous voyez, c'est aussi la mauvaise foi. Mais moi, j'encourage quelque part que l'État l'État prête de l'argent. C'est une bonne chose, mais l'applicabilité, est-ce que l'argent là va faire son travail normalement? Le problème, ce n'est pas vraiment l'argent. Le problème, ce sont les hommes. Nous devons d'abord travailler les hommes. Et si nous travaillons les hommes, quand viendra l'argent fera son travail. Dans l'éducation civique dont vous venez de parler. Absolument. Travaillons d'abord les gens. Si nous travaillons les gens, quand l'argent viendra, l'argent fera son travail. Parce que nous aurons l'amour du pays. Parce que l'éducation civique nous rapproche au fait de notre pays. L'éducation civique te rapproche de ton pays. L'éducation civique te rend responsable vis-à-vis de ton pays. C'est très important. Aujourd'hui, nous je vais le dire tout tantôt qu'il y a comme des socialisations. Un Louba n'accepte pas un Congo. Mais quand est-ce que cette histoire prendra fin? Un Congo qui n'accepte pas un Swahili, quand cette histoire prendra fin? Donc c'est quelque chose qu'il faut attaquer dès la base. C'est quelque chose qu'il faut attaquer dès le bas âge.
apprenez les enfants déjà, apprenez les enfants à vivre ensemble, Apprenez les enfants à se respecter, à s'accepter. Aujourd'hui, un Louba n'accepte pas un Swahili n'accepte pas un Mongol. Donc c'est compliqué. On ne peut pas vivre comme ça, nous sommes un peuple. Un peuple doit être uni. Et pour cela, il faut apprendre, il faut que la notion de l'éducation civique fasse son travail normalement. Ok, vraiment, nous avons compris et entendu religieusement, messieurs, et parce que nous tendons vers le terme de ce numéro, votre conclusion. Quelles sont en fait les pistes de solutions dans votre conclusion? Qu'est-ce que vous selon vous, qu'est-ce que vous pouvez conclure par rapport à ça? Mon dernier mot va être ceci. Les autorités. Je fais appel aux autorités et à toute la population. Okay. Le bateau de l'éducation est en train de chavirer. Il est temps de venir en aide, de faire quelque chose pour l'empêcher de chavirer. Nous sommes aujourd'hui un peuple qui est séparé. Socialement, nous sommes séparés. On ne s'accepte pas, on ne s'apprécie pas, on n'aime pas notre pays. Il n'y a que la division. Il n'y a que la division. Le tribalisme. Il n'y a que le tribalisme, la haine. Et si nous voulons neutraliser toutes ces choses, tous ces vices, le tribalisme, la division, le régionalisme, nous ne pouvons les faire qu'avec l'éducation civique et morale. Donc, nous ne pouvons les faire, je le répète, que nous ne pouvons les faire qu'avec l'éducation civique et morale. Parce que l'éducation civique et morale nous apprend à vivre ensemble. L'éducation civique et morale nous apprend, nous pousse à avoir l'amour de l'État. L'éducation civique et morale suscite l'amour d'un État. Si nous voulons avoir de l'amour pour notre pays, pour notre patrie, c'est avec l'éducation civique et morale. Parce que dans l'éducation civique et morale, il y a la notion de patriotisme. On vous apprend à aimer votre pays. Qu'est-ce que signifie aimer votre pays? Qu'est-ce que vous attendez par aimer votre pays? Quels sont vos droits? Quels sont vos devoirs? C'est avec l'éducation civique et morale. Si nous voulons aujourd'hui balayer le régionalisme, les tribalismes, toutes ces choses, toutes ces vices, s'il vous plaît, accentuons sur l'éducation civique et morale. Regardez notre comportement dans la société. Notre comportement est devenu irrépréhensible. Moi, je ne condamne pas les étudiants. Moi, je ne condamne pas les professeurs. Mais je condamne l'éducation de base. C'est pourquoi nous disons que cette éducation manque aujourd'hui. Moi, je condamne seulement l'éducation de base. Ce n'est pas aux professeurs de l'université d'apprendre à un étudiant à écrire ou à lire ou à calculer. Non, ce n'est pas son travail. Ce n'est pas son travail. Ce n'est pas son travail. Ce n'est pas à un professeur de l'université d'apprendre à un étudiant à aimer son pays. Non, non, non. Ces choses-là, on doit commencer à apprendre ça dès les bas âges. C'est très important. Ce n'est pas à un professeur de l'université à apprendre à un étudiant comment dire les, comment dire là. Ce n'est pas son travail. C'est le travail de l'école primaire. C'est la base, comme nous venons de le dire. C'est la base. Que l'État puisse veiller sur l'éducation civique et morale dans l'école primaire pour que nous puissions avoir une société démocratique. Les parents, j'en viens à vous, je vous prie aussi de faire votre travail normalement. Quand les enfants reviennent à la maison, faites des suivis. Faites des suivis, vérifiez leurs cahiers. Donc que chacun prenne en fait ses responsabilités. Ses responsabilités. À tout niveau que ce soit. Parce que si nous voulons le développement social, le développement social commence par le développement humain. Il n'y a pas de progrès social sans le progrès humain. C'est très important. C'est très important. Ça n'existe pas un progrès social sans le progrès humain. Et pour ce faire, il faut une éducation.
L'éducation permet à une personne, comme disait le bien-aimé Jean-Paul II, il disait que l'éducation nous permet à se connaître et à reconnaître ce que nous avons d'irremplaçable. Chers internautes, vous avez bien suivi et le bateau au fait de l'éducation de l'école primaire est en train de chavirer. Et tous, nous devons nous y mettre pour sauver. Et nous vous remercions pour ce numéro et vous fixons le prochain numéro ultérieurement. Merci.